Bien, bonsoir à tous, bienvenue à UGC, les Halles de Sopravic vous reçoivent ce soir. C'est la rentrée cinématographique. La vraie rentrée cinématographique, c'est aujourd'hui, le véritable événement, c'est aujourd'hui, puisque nous avons la chance de recevoir un immense réalisateur qui, comme vous le savez tous, bien entendu, a obtenu la Palme d'Or au dernier festival de Cannes pour le film Fjord. Et on sera à l'issue de la projection pour débattre, mais vous voulez aussi présenter le film avec moi, donc je vous demande de bien vouloir l'accueillir avec moi, s'il vous plaît, Christian Mungiu. Le but idéal, toujours avec vos films, donc celui-ci, je pense que vous l'attendez tous avec impatience. On revient à l'issue de la projection, mais est-ce que vous voulez quand même dire un mot du projet avant d'avoir vu le film pour préparer le public? Je voulais surtout être ici pour vous remercier. C'est un moment très attendu pour moi. Après des années de travail, être une rencontre à la fin du public, tu t'avais imaginé. Et pour moi, c'est très important d'avoir d'être autour de la part du public parce que à la fin, je crois que je fais comme tous les réalisateurs, on s'imagine, on connaît les effets de cette façon de cinéma qu'on fait sur le public. On essaie de transmettre des choses, mais la seule façon de vraiment savoir ça et d'être engagé sur le débat, et ça existe seulement quand le film sort. Et je suis très, très content que vous êtes ici ce soir parce que je suis arrivé à Paris il y a 2 jours. J'avais l'impression qu'il y avait ça. Et bon, c'est déjà bien que nous avons. Merci, je ne vais pas trop dire avant le film parce que nous avons la chance de parler un peu après. C'est bien, si possible, de découvrir le film sans trop savoir. Les gens sont un peu brouillés, disons, par beaucoup de presse, mais c'est de voir le film si vous le connaissez bien sur ça, et de laisser le jugement des valeurs pour plus tard et de vraiment essayer de voir ce film comme un effort pour faire une façon de cinéma qui est aussi pour le grand public. Merci. Donc voilà, la projection, merci de rester jusqu'au bout du générique, on commencera, et on puisse échanger ensemble. À tout à l'heure. Je vous demande de bien vouloir accueillir à nouveau Christian Mungiu. Alors, préparez vos questions, on va pouvoir passer parmi vous d'ici quelques secondes. J'imagine que vous êtes un petit peu encore sous l'émotion. Alors je vais commencer, si vous voulez bien. Et on peut commencer par la fin, peut-être. Donc Nora arrive peut-être un peu trop tard, mais elle marche sur l'eau. Oui. C'était pour moi. Alors, ça dépend à qui tu demandes, si elle marche sur l'eau ou pas. Mais l'idée à la fin est que je crois que le film, le cinéma en général, doit pas seulement parler de ce que les gens ont fait, mais de ce qu'ils ressentent. Et le plus difficile chose dans le cinéma est de montrer qu'est-ce que les gens pensent et qu'est-ce qu'ils ressentent constamment. Et de parler des choses qui sont des choses abstraites. Comment tu peux montrer quelqu'un qui devient empathique, quelqu'un qui aime, sans utiliser des lignes de dialogue. Comment on parle de ces valeurs abstraites qui fait partie de nos vies,
intéressant quand tu écris de la littérature. La littérature a ce grand avantage que nous avons accès aux pensées des gens. Si tu fais un choix, comme écrivain, et tu expliques ce que quelqu'un pense. Dans le cinéma, tu utilises seulement une sorte d'expression extérieure pour quelque chose que tu ne connais jamais. Tu ne sais pas ce que l'autre pense. Peut-être que tu soupçonnes, mais tu ne sais pas jamais. Et c'est comme ça qu'on fait le cinéma. On fait une sorte de sélection des moments représentatifs dans l'histoire, on les met ensemble, et à la fin, ça ne peut pas donner une sorte de discours qui est univoque et qu'on peut traduire tout à fait dans une sorte de texte écrit. C'est comme ça, ce n'est pas le cinéma. Et on doit inclure dans notre avis sur l'histoire cette sorte d'ambiguïté qui fait partie du réel, qui fait partie de la réalité. La réalité, elle n'est pas claire, elle ne vient pas interpréter. Les choses se passent. Il n'amène pas une sorte de jugement d'ordre moral, pas du tout. C'est à nous, avec les pressions qu'on reçoit, de leur donner un sorte de sens. Alors, quand tu fais des films inspirés par la réalité, tu dois aussi inclure tous les éléments qui constituent cette réalité. Et pour moi, il y a 2 ou 3 qui sont les plus importants. Et parmi eux, c'est cette idée que la réalité est un peu abstraite. Et moi, je fais cet effort de dire une histoire qui raconte les faits sans porter le jugement et mes opinions à moi sur la situation. Et en même temps, j'essaie d'évoquer ce que les gens ressentent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin d'avoir des moments qui ont presque toujours une explication rationnelle, mais qui devient interprétable. Et je tiens toujours d'avoir une explication rationnelle, parce que moi, je parle de ce qu'on appelle le réalisme magique, je crois pas ça. Je fais des films réalistes. Il y a toujours une explication rationnelle, mais en même temps, il y a une sorte d'interprétation que tu dois avoir pour comprendre que, malheureusement, le monde n'est pas toujours fait par des jugements rationnels. Il y a quelque chose qu'on appelle l'intuition. L'intuition est toujours beaucoup plus présente pour les enfants, parce qu'ils sont avant cet âge où ils ont ces sortes de maturité. Maturité leur empêche d'être naïfs. Et ça vient avec une sorte de capacité de comprendre les autres choses qui te parlent dans le monde en général, comme la poésie. C'est quoi ça? Ça n'existe pas, ce n'est pas quelque chose de rationnel. Et j'aime aussi inclure ça dans les films étant un langage un peu plus complexe. Alors, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on devient adulte, cette intuition s'élabore ou disparaît, comme dit un peu Bergson, le philosophe dit ça, que l'intelligence et la rationalité prennent toute la place et qu'on ne sait plus penser par l'intuition. Est-ce que tu veux parler de ça aussi dans ton film? Oui. Oui, c'est vrai que je vais parler un peu de trop de choses en début. Mais je prends le cinéma un peu au sérieux, je peux dire. C'est-à-dire, on produit tous trop de contenu, et j'utilise ce mot, mais je sais ce que je dis, de contenu qui est irrélevant dans le cinéma d'aujourd'hui. C'est pas la peine de perdre 2-3 années de ta vie pour amener un peu plus de contenu qui est pas relevant. Moi, je prends beaucoup de temps pour réfléchir quelle est l'histoire d'aujourd'hui que je peux raconter qui est très forte comme histoire, qui est important pour moi, je connais bien avec les détails, mais qui est toujours important, qui peut être important pour tous les gens qui vivent à côté de moi dans la société d'aujourd'hui. Et il y a un point de rencontre où les 2 intérêts se mettent, et c'est cette histoire que je choisis pour mon film. Et je le choisis seulement si je trouve déjà une sorte de fait divers en histoire qui exprime ça déjà. Je n'invente pas des histoires qui parlent d'un seul idée. Non, je n'invente pas des choses. Je trouve des sens dans des choses qui se passent à côté de moi. Et j'ai toujours beaucoup
associer toujours les enfants avec l'optimisme de l'avenir. Oui, le monde où on vit aujourd'hui, c'est pas génial, bien sûr, les enfants veulent changer. Mais pourquoi on entend que nos enfants vont être différents que nous à la fin, si on leur donne toujours la même sorte d'éducation? Nous serons comme nous, les porteurs des mêmes valeurs. Alors, je crois que c'est pas bien de passer la responsabilité aux enfants maintenant quand nous sommes toujours les décidants adultes d'aujourd'hui. Peut-être que c'est mieux, c'est plus sage d'essayer de leur donner un monde un peu mieux que la monde conflictuel d'aujourd'hui. Et en même temps, je comprends pourquoi les enfants ont accès à ces sortes d'intuition, parce que la responsabilité de la vie en général, ça appartient à leurs parents. Alors, ça leur donne la liberté d'avoir des rêves, ils ne sont pas encore tout à fait éduqués. L'éducation vient avec ce sort de confiance en la rationalité, c'est bien sûr, aucune autre solution rationnelle. Mais est-ce que les choses sont toujours tout à fait rationnelles? Je ne sais pas. Il y a des gens, sûrement pour lesquels les réponses qui sont intuitives sont plus bonnes que les réponses qui sont rationnelles. Qu'est-ce qu'on fait avec ces catégories de gens? Est-ce que c'est important de leur dire non, vous devez renoncer à tout ça? Et qu'est-ce qu'on met là-bas pour leur donner les mêmes espoirs? On prend la responsabilité de leur dire, écoute, la monde est rationnel, n'avez pas de désespoir, il n'y a rien avec ça suffit. Oh, je ne sais pas. C'est bien de laisser chacun trouver son chemin. Et c'est pour ça que les films sont pleins d'enfants qui ont accès à un autre niveau de compréhension du monde, parce qu'ils n'ont pas encore dépassé ce moment de l'éducation après lequel la plupart des espoirs deviennent moins optimistes parce que c'est la rationalité qui intervient. Alors, on arrive à cette histoire en particulier. D'où elle vient, du coup, cette histoire, en quelques mots? Oui, elle vient d'un fait divers et d'une histoire qui est assez proche avec l'histoire que vous découvrez dans le film. Moi, j'ai lu ça dans la presse. La plupart des romans, je crois, qui sont dans cette salle-là, qui parlent moins aussi. C'est bien de savoir toujours avec qui je parle, merci. On connaît bien cette histoire et elle était assez importante pour nous dans la période parce qu'elle a créé un grand débat dans la société humaine et elle a créé le besoin dans la société parce que les réactions des groupes conservateurs étaient vraiment très fortes sur cette histoire et ça a créé le besoin d'avoir un sorte de référendum national pour décrire c'est quoi la famille traditionnelle, c'est quoi la famille en général. Et alors je commençais à suivre ça un peu, je commençais à lire. Et après ça, j'ai vu que ça fait partie d'une série des histoires qui se passent dans les pays du Nord. Bien sûr, pas seulement en Norvège, pas seulement avec le monde, mais avec des familles qui viennent de n'importe où et qui essayent de continuer leur vie là-bas et qui entrent dans ce sort de conflit avec les autorités du pays du Nord. Aussi parce que la législation là-bas est la plus ferme dans des cas comme ça. Et je commençais à faire une sorte de recherche encore compliquée de ça. J'ai fini par aller là-bas, par passer assez de temps, par parler avec le monde. Bien sûr, je commençais par parler avec les familles impliquées. J'ai vu un film sur ce sujet. J'ai lu des bouquins, j'ai parlé avec des juges, des avocats, avec des activistes qui défendaient les deux causes, avec la protection de l'enfant. J'ai reçu la permission d'être présent pour beaucoup de procès sur le droit des enfants en Norvège. Et j'ai fait une recherche assez compliquée pour, à la fois, bien sûr, fictionnaliser cette histoire pour qu'elle parle de ce qui est important pour moi. Mais en réalité, le cas qui est plus proche, ça ne décrit pas exactement un cas en particulier, mais le cas qui est le plus proche ressemble dans les plus importants détails ce que vous voyez dans le film. On avait une famille,
décidé pour des autres raisons de vivre dans un petit village là-bas. Et après quelques années, où les choses se sont bien passées, un jour, ça s'est passé comme ça. Et à la fin, ils ont décidé de partir pour être écoutés. Ça correspond avec la réalité. Et la seule chose que je n'ai pas pu faire, parce que la législation ne me permettait pas, est d'avoir accès pour n'importe quelle sorte d'enregistrement des choses qui étaient dites pendant le procès pénal. Mais les autres détails correspondent à la réalité. Ils avaient un procès civil et un procès pénal. Le procès, et ils ont à la fin gagné le droit de vendre leurs enfants en attendant la décision pour le procès pénal. Ils ont décidé de s'enfuir avant que ça arrive. Maintenant, il vient en Mali et ils sont un peu paranoïques toujours. Ils ont toujours l'impression qu'ils sont suivis par les autorités norvégiennes. Peut-être parfois ils sont, je sais pas. Mais ce n'est pas si important que ça, parce qu'à la fin, le film n'est pas sur la société humaine ou la société norvégienne. Le film vend ça comme point de départ pour parler de ces fractures sociales qui existent dans la société occidentale aujourd'hui entre deux sortes d'exagérations qui deviennent des extrêmes d'aujourd'hui. Oui, on connaît tous ces exagérations de l'extrême droite, c'est très simple, plus facile à dénoncer, nous sommes tous d'accord, mais ça devient un peu plus compliqué aujourd'hui de vraiment exprimer des doutes sur les exagérations de cet autre moyen de voir la société et le progrès. Ça devient un peu compliqué. Et moi, comme quelqu'un qui habite dans la société communiste, je trouve qu'il y a un danger associé avec cette idée qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas exprimer des opinions aujourd'hui. Je ne crois pas que c'est bien ça. En même temps, je ne crois pas qu'il y a une société où il y a quelqu'un qui est plus éduqué que moi, que nous, qui peut déjà prendre des décisions pour moi et me dire tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Donc, oui, nous avons vécu ça, merci, excusez-moi. On ne veut pas que ça se répète. Laisse-moi soit bête. Écoutez, essayez de m'éduquer, essayez d'éduquer les enfants, essayez de me convaincre, mais ne prends pas de décisions pour moi. Laisse-moi la liberté de faire partir dans une minorité que tu défends, même si tu ne partages pas les mêmes valeurs que moi. Et la fin, c'est un film sur cette sorte de forcer les gens de se conformer avec la norme sociale. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut prendre un? Alors, bonsoir, je remercie pour votre présence. Alors, je pense que la meilleure façon de décrire c'est peut-être le mot nuance. Il n'y a vraiment pas des réponses qui sont simples, mais ils confrontent à la complexité du réel. Et même vers la fin, le passage de l'avocat, je l'ai dit tout au long de 1954, si c'est un problème. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce qui vous a interpellé toute cette mesure dans les réactions des différents publics qui ont vu le film jusqu'à présent? Et puis, j'ai un autre. C'est la première soirée pour moi quand j'ai la possibilité de vraiment dialoguer avec le public. Alors pour le moment, j'ai seulement lu des commentaires sur les réseaux sociaux. Les commentaires les plus sympathiques sont les commentaires de mes compatriotes qui avaient des opinions très fermes sur ce film avant de le voir. Ça m'arrive chaque fois. Chez Akan, et le film était déjà un sujet polémique chez nous. C'était pas du tout prévu qu'on sort le film après le festival de Cannes, c'était prévu pour beaucoup plus tard parce qu'on attend Sébastien Saint pour être libre de venir chez nous. Mais à la fin, j'ai dû organiser une projection en me disant écoute, c'est bien d'avoir des opinions, mais aussi des opinions aussi fermes que ça, mais c'est quand même bien de voir le film. Parce que le film te parle exactement de ça. De
C'est cette idée qu'aujourd'hui nous avons toutes ces opinions fermes, on est tous convaincus que nous avons raison, et ce n'est pas une façon d'entrer dans un dialogue avec l'autre. Ça, ce n'est pas un dialogue. C'est deux monologues en parallèle. Si on commence à avoir un sort d'échange où nous sommes déjà convaincus, ce n'est pas possible de convaincre. Même si tu vois que ce n'est pas possible, tu vas toujours rester un peu ouvert et curieux, même pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles l'autre pense si différemment que toi. Si tu veux résoudre quelque chose dans la société. Sinon, on va arriver à avoir une société très violente où nous n'avons pas des arguments. C'est le plus fort qui impose son point de vue. Nous ne sommes pas très loin de ça. On voit ça toujours dans l'histoire. À la fin, on ne peut pas se mettre d'accord sur rien. Mais nous avons toujours cette impression que maintenant, nous avons des êtres humains beaucoup plus complexes qu'il y a un millier d'années. Je ne suis pas sûr. On parle tous de l'empathie et de la tolérance, mais jusqu'au moment quand on doit vraiment agir. Dans ce moment-là, on découvre que les limites et les stéréotypes sont beaucoup plus proches et plus puissants que nous. Et en effet, ce n'est pas si simple comme ça d'être tolérant, parce que être tolérant, c'est aussi accepter qu'on peut avoir des différences et on peut quand même avoir un avenir en commun, on peut se vivre avec l'autre. On parle ici de ça en France, moins d'un an avant que vous allez avoir des élections. Je vous souhaite bonne chance. Une question pour ce film extraordinaire. Je voulais vous poser une question. Est-ce que d'abord votre interprétation s'appuie sur des règles juridiques qui existent en Norvège? Je pense que vous y avez un peu répondu en disant que c'était un fait divers. Et est-ce que vous avez l'impression que ça pourra faire évoluer justement les mentalités européennes sur ce sujet? Si le film, et ce film-là, ou le film en général, le cinéma en général peut changer des choses, disons en réalité, ça je ne sais pas. J'espère toujours déjà, si on crée un débat avec un film, c'est pas mal. Moi je viens avec ce film dans un milieu cinématographique où les gens sont plutôt habitués de voir une sorte de cinéma de propagande pour des causes différentes. En général, les cinéastes disent que c'est bien de continuer à s'endormir, ils sont de la bonne côté des choses, et c'est ça que le film dit. Alors les gens perdent un peu cet esprit critique et comprendre quelle est en vrai leur opinion sur les choses les plus importantes. Et c'est ça que j'essaie de faire avec ce film, de dire que le cinéma a aussi ses pouvoirs et ce rôle. J'aime beaucoup les films, les jeux d'histoire et les bandes d'histoire, les Hollywood sont tous fatigués avec une semaine de travail. Bon, je comprends, mais le cinéma n'est pas seulement ces sortes de divertissement. On peut utiliser le cinéma, on peut faire des films qui sont très dynamiques, on peut suivre, mais en même temps demander aux gens de scruter leurs valeurs. Mais c'est débat dans la société. Je peux utiliser le film comme un sorte de déclencheur pour essayer de l'avoir. Mais c'est à vous, c'est à la presse, c'est aux gens qui regardent le film de voir si on peut démarrer de ça et arriver à une discussion un peu plus profonde. D'un point de vue juridique, j'ai fait tous les efforts d'être assez proche de ce que j'ai pu découvrir pendant ma documentation. Je connais la loi norvégienne a été changée entre le moment quand ce cas se passait et le moment quand j'ai fait le film, parce que ça c'était un grand scandale public en Norvège, avec beaucoup des autres. Ils ont changé maintenant, par exemple, de changer la loi, et maintenant ce n'est pas possible de garder les enfants plus que 24 heures avant d'avoir une
une décision beaucoup plus compliquée d'un juge qui te permet d'avoir des enfants pendant plus longue période. En même temps, la plupart des cas comme ça, dans les familles qui se sont discriminées par ça, finissent à la Cour européenne de justice. Et la Cour européenne a déjà donné beaucoup de décisions en faveur de la famille. Ça ne change pas trop les choses, mais ça change quand même un peu les choses. Après ça, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 18. Dans une semaine, je commence un petit tour en Norvège avec ce film, plusieurs films, et j'essaie d'organiser des débats avec la protection de l'enfant. Parce que moi, j'ai bien engagé, ce n'est pas sur une société qui est extraordinaire et très civilisée, c'est sur ses capacités de comprendre que, par exemple, nous, dans ce soir ici, on ne regarde pas les mêmes films. Ça dépend de l'éducation qu'on a eue, nous, dans nos familles, et on juge la même situation de points de vue complètement différents. Moi, quand j'étais enfant à l'école, ce n'est pas seulement les parents qui utilisaient des fessées, c'était tout à fait normal. Les gens me demandent, est-ce que tu as fait des thérapies pour ça? Pas du tout. Pas du tout. Mais nos professeurs utilisaient la violence physique. Mon père disait toujours, c'était mon père qui n'utilisait pas trop souvent la violence, seulement quand c'était nécessaire. Et ça m'a fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Oui, c'est son éducation qu'on a eue et on ne peut pas comprendre la même situation avec une société qui a la fin d'une centaine d'années de prospérité. Bien sûr, je comprends le problème. Les problèmes sont beaucoup plus majeurs que les nôtres. Nous avons toujours des problèmes de survie. Ils ont des autres problèmes, je comprends. Mais ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, on ne vit pas tout ça le XXe siècle. C'est une apparence. Nous avons à côté de nous des gens, un secteur par exemple, qui essayent de survivre. C'est pas bien de parler des besoins des restes écologiques et des recycler de plastique. Vous comprenez, il y a des choses qui viennent avec que tu as réussi à arriver à ces niveaux d'éducation et à ce niveau de bien vivre dans la société. Tu commences à être un peu plus empathique avec les autres, mais quand tu deviens empathique aussi, il y a un sort de supériorité qui arrive en même temps. Tu connais mieux que ça, tu connais déjà bien. Et tu considères déjà que tu es supérieur parce que tu n'utilises pas de la violence, je comprends. Je commençais par parler en Norvège avec des gens qui ont dit nous avons déjà une centaine d'années depuis lesquelles on ne va pas même pas les chiens. Tu ne peux pas venir ici et dire que ça c'est discutable. Ça, on discute. Si on touche pas un enfant. Oui, mais je comprends. Mais le problème toujours est qu'on vit tous toujours avec les conséquences d'une société globalisée dans laquelle personne n'a pris le temps de comprendre tous les effets secondaires pour cette liberté des gens de vivre où nous les avons dit qu'ils ont le droit de vivre, de changer l'endroit. Si on s'imagine que c'était quelqu'un à la douane là-bas pour te dire bienvenue ici, bien sûr, mais si ça, tu dois te conformer à toutes les valeurs d'ici, vraiment, toutes les choses sont particulières, toutes les choses se passent bien, mais on ne le dit pas ça. On les encourage de dire la liberté des mouvements et de vivre ici et la liberté de vivre avec des valeurs à toi. Mais ce n'est pas le cas toujours. Parce que nous sommes différents, nous avons des valeurs différentes. Et nous sommes maintenant en Europe civilisés par nos propres valeurs qui sont en sorte de désidérat. C'est bien d'aller dans cette direction, mais nous ne sommes pas encore là. C'est en direction, en bonne direction. C'est pour ça que c'est bien de juger chaque situation dans le contexte approprié. Et je parle de ça parce que
Ici, l'écoute dans ce film vient parce que tu dois faire des jugements sans vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille et qu'est-ce qui se passe dans une famille en général. Il y a une limite de l'intimité, après lequel tu ne peux pas vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Mais quand même, tu dois prendre des décisions. Quand on parle d'une violence qui est évidente, c'est évident, c'est bien à discuter. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu ne sais pas exactement? Tu dois prendre un risque d'un côté ou d'un autre. Et c'est là où les doutes sont toujours présents. Et pour parler un peu cinéma et mode de narration dans ce film, justement, la position dans laquelle tu mets le spectateur, c'est pendant très longtemps aussi de ne pas savoir et d'être dans un genre cinématographique qui est le film de procès, dans lequel effectivement la vérité peut surgir à quel moment, n'importe quel moment, et n'importe quel moment. C'est assez étonnant ça, cette partie cinéma de genre, cette partie cinéma de procès est assez nouveau dans votre cinéma. Est-ce que vous avez pris du plaisir à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé en particulier? Et puis, ce que je voulais savoir aussi, c'est cette salle de procès qui est cinématographiquement absolument sublime, avec ses baies titrées sur le fjord, justement. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que c'est un décor? Comment vous avez travaillé autour de ce lieu? Je ne travaille pas avec des choses qui ne sont pas réelles. Je choisis parmi les décors. J'ai découvert cette salle qui te parle en particulier de ce qu'est Norvège en général, un pays d'une beauté incroyable, mais aussi avec une sorte de froideur formelle. Cette salle existe, je ne sais pas comment tu peux te concentrer sur ton procès à toi là-bas parce que c'est trop beau, mais ça existe. Ça existe parce que toutes les choses à côté sont nouveaux. Et moi, j'essaie de ne pas trop intervenir sur la réalité que je découvre. J'avais des problèmes dans ce film-là. Je me disais tout le temps, mais il fait trop beau. Je ne vais pas faire ce genre de film où nous avons essayé de trouver un sort d'équilibre parce que c'est la seule chose qui compte est de trouver ce sort de vérité qui est représentatif et pas de faire en sorte d'upgrade, je ne sais pas comment dire. Tu dois respecter les choses qui existent en réalité, qui découvrent à côté des bords et qui sont représentatives. En même temps, Norvège a venu avec beaucoup de détails, beaucoup de choses surprenantes pour moi. Je croyais, parce que je porte des stéréotypes comme tout le monde, que c'est une société tout à fait laïque. Mais pas du tout. Pas du tout. Les gens se disent ça toujours. Ils avaient une église nationale protestante. Ça ne dansait pas de façon formelle nationale, mais ça existe toujours. Alors, et ils ont maintenant un mouvement très intéressant. Parmi les jeunes, les cultes néo-protestants sont très populaires. Et alors, ce désir irrationnel de trouver une réponse qui n'est pas rationnelle, ça existe toujours dans la société norvégienne aujourd'hui, comme un peu partout. Mais les efforts que j'ai faits étaient d'essayer, comme toujours, de citer les points de vue de ces deux groupes, ces deux visions sur le monde, sans vraiment polluer les films avec mes opinions à moi. Même si, bien sûr, j'ai des opinions, mais peu importe les opinions pour le film. C'est tout simple pour un écrivain, pour un réalisateur, pour un scénariste, de juger ces personnages. J'essaie d'empêcher les comédiens de faire ça. Il y a un jugement éthique qui vient avec les moyens cinématographiques qui te dit que tu dois respecter la liberté de chaque personnage d'exprimer son point de vue. Et c'est ça que j'essaie d'équilibrer les choses que j'ai appris. J'ai pas voulu vraiment trop inventer les choses. Et j'ai pris la plupart des arguments, même dans ce débat juridique, de ce cas réel, de tous les cas que j'ai découvert beaucoup de cas très intéressants. La Norvège a eu des conflits diplomatiques avec la Pologne et l'Inde, par exemple, parce que, par exemple, l'ambassadeur polonais a décidé de discipliner cette famille de Polonais qui avaient le même problème. Il a volé l'enfant de la famille, il a parti à
ça avait une coupure diplomatique, bien sûr, entre la Norvège et la Pologne, l'explosion de cet ambassadeur. Et après ça, on avait un cas avec une famille indienne, où les parents étaient accusés que la femme ne travaillait pas. Oui, elle ne travaillait pas, mais bon, elle restait avec les enfants. Et qu'elle donnait aux enfants à manger avec sa main. Elle n'utilisait pas une fourchette. Bon, bien sûr, on doit prendre tout ça avec c'est le point de vue de la famille. On ne sait jamais. Mais en même temps, si tu demandes aux autorités comment ça se fait que plus de 90% de tous les cas où vous enlevez des enfants des familles sont des cas des familles d'immigrants, comment on explique ces statistiques? Est-ce que tous les gens qui viennent venir chez vous vivre ici sont plus violents que les... Je ne crois pas que ces proportions et on peut soupçonner quand même qu'il y a une sorte de différence culturelle qui fait que même avec les meilleures intentions, c'est comme ça que tu découvres la réalité, c'est ta façon d'interpréter la réalité. Et c'est pour ça qu'à l'avant, je me suis dit que tu dois quand même, si tu batailles avec un sujet comme ça, si tu fais une histoire comme ça, tu dois laisser à chacun la possibilité d'interpréter l'histoire avec ses valeurs. Et pour moi, la grande victoire est si jamais les gens parlent avec des doutes, on ne change pas les avis de quelqu'un, mais si tu parles de ce salle-là ce soir, douter que tu es sûr que tes valeurs sont les seules qui sont les plus bonnes, déjà c'est gagné. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je veux vous dire, monsieur, que votre film est bouleversant. Il secoue émotionnellement. J'en parle parce que je suis pédiatre, mais j'ai aussi été députée. Et pédiatre, arrivant à l'Assemblée nationale, je me devais de protéger les enfants. Et donc, j'ai été la première députée à avoir proposé la loi en France qui abolit les châtiments corporels. Cette loi a fait un grand débat et vous l'illustrez merveilleusement. Et elle a mis 9 ans à être votée à la quasi-unanimité finalement, après beaucoup de débats. Et elle dit aujourd'hui, tout le monde l'entend lors des mariages prononcés, car elle est pour le code civil, pas pour le code pénal. Et elle dit, l'autorité parentale exclut toute violence physique ou psychologique envers l'enfant. Ça, maintenant, c'est gravé dans le marbre. Mais comme vous l'avez très bien dit, j'ai vu que vous avez beaucoup travaillé. Et vraiment, je suis venue parce qu'on m'a demandé, mais j'ai eu beaucoup d'émotions, parce qu'on sent dans votre film l'immense déchirure du cœur des mères et des pères quand on leur enlève leur enfant. Et bien sûr, les services sociaux qui vont voir votre film vont penser que c'est très injuste pour eux, que c'est une caricature, qu'ils ne font pas comme ça. Heureusement, comme vous dites, les pays réfléchissent et notre loi, qui date seulement de 2019, donc qui est récente, elle a été appuyée sur toutes les réflexions qui ont été faites. Et ça ne peut pas, heureusement, en espérant qu'il n'y a pas de raté. Je suis pédiatre, alors j'ai aussi beaucoup les parents qui viennent me voir en me disant « Est-ce que vous pouvez attester ça, attester ça ?» Nous avons des règles, heureusement, qui obligent à être au plus près de ce qu'on peut dire et de la vérité. C'est des règles de grande prudence, mais particulièrement, on ne peut pas interroger un enfant comme la petite fille a été interrogée. Votre film, au fond, dénonce comment on peut induire la parole de l'enfant. Ça, on n'a pas le droit. Il y a des procédés qui s'appellent Nietzsche,
qui est un protocole. On ne doit jamais suggérer le mot fessée, par exemple. Même si, comme pédiatre, neurologiquement, avec tout ce que la science nous apporte aujourd'hui du développement de l'enfant, je peux vous dire qu'il faut élever un enfant sans lui faire peur, sans lever la main, sans l'humilier. La fessée, c'est un gentil mot, mais c'est frappé par derrière en humiliant, en fait. C'est un abus de pouvoir. D'ailleurs, l'opinion en France a beaucoup évolué et les partisans sont devenus bien moins parmi les parents qui, quand ils ont pratiqué sans excuse, se rendent compte aujourd'hui qu'il ne faut pas, parce que ce n'est pas bon pour le développement cognitif de l'enfant. Ce n'est pas une question de morale, de religion, de quoi que ce soit, c'est une question de connaître le développement de l'enfant. Mais grâce à ces campagnes, les gens ont perçu ça. Et d'ailleurs, on voit bien que le père, dans votre histoire, il arrive à comprendre ça. Mais comme on l'humilie, comme on le bouleverse, quand on traite les gens comme ça, en déchirant leur cœur, on ne peut pas ouvrir leur esprit. Et je vous remercie beaucoup, vraiment. C'est incroyable de vécu, de sensibilité et de vérité. Merci beaucoup. Excusez-moi, que madame garde le micro pour le moment, parce que moi, maintenant, j'ai une question pour vous. Vous avez une question pour moi, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que ces lois a changé la réalité en France? Est-ce que la loi elle a éliminé les fessées dans les familles? Oui. Donc la loi a été votée en 2019 et depuis, moi je pratique, donc je vois les parents déjà arriver, ils me disent toujours je sais que je ne devrais pas le faire et c'est bien parce que ça permet d'en parler. Comment faire autrement? Parce qu'en fait la loi, elle est dans le code civil, elle n'est pas au code pénal. Et si les parents disent bah, dites-nous comment faire autrement, parce que là j'y arrive pas, en fait la loi elle est faite pour aider. C'est seulement vraiment si on nous dit je fais ce que je veux et je tape sur mon enfant qu'on va vraiment essayer de mieux comprendre. Donc la loi elle a été faite avec beaucoup de sagesse et donc c'est très important. Et oui, l'opinion a beaucoup bougé puisqu'on est passé à 80% de parents qui disaient non mais une bonne fessée, moi ça m'a pas tué, puis je l'ai bien mérité, tout ça, je pourrais vous faire tout le lexique. Aujourd'hui, il y a quand même encore un quart des parents qui disent, mais seulement ils disent, quand on leur dit c'est pas bon pour le développement, alors ils disent, bon mais comment faire alors? Et c'est là qu'on est très utile, aussi bien la caisse d'allocation familiale, tout ça, mais ce n'est pas. Alors attention, il y a beaucoup de placements abusifs. Beaucoup. C'est pour ça que votre film il est quand même très très dans le sujet. Il n'y a pas que les placements d'enfants, l'aide sociale à l'enfance a beaucoup de travail à faire chez nous, je vous assure. Donc il est très actuel. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Je suis née en Roumanie et je vis entre Paris et Bucarest. Dans Fjord, vous placez une famille roumaine dans une société nordique qui repose sur des valeurs très différentes. Est-ce que pour vous, ce film est aussi une manière d'interroger le regard que nous, les Roumains, portons sur l'Europe occidentale et inversement, le regard que l'Occident porte encore sur les Roumains? Merci. Merci, Christiane Moutiou. Et bravo pour cette carrière exceptionnelle. Merci beaucoup. J'ai une curiosité parce que vous avez mis ces questions. Est-ce que vous les avez préparées avant moi le film ou après? C'est juste ça. L'idée que, comme je dis, j'ai cette tendance de
de mettre beaucoup de choses dans le même film et de faire le film. J'aime un peu la complexité des choses et j'ai cette prétention que le film que je fais parle sur beaucoup de niveaux différents. Il y a un niveau que j'espère qui est tout à fait compréhensible toujours pour tout le monde, et il y a aussi des autres niveaux. Et je pensais en parler sur ces relations un peu ambiguës et difficiles que nous avons avec l'Occident, et quand on dit nous, je parle de ce parti de l'Europe qui, ça dépend à qui tu demandes, on fait partie de l'Europe occidentale ou pas, c'est pas tout à fait clair, c'est une question de point de vue. Et nous, on doit admettre que nous avons une relation assez difficile. Et c'est difficile parce que nous avons grandi, je ne sais pas vous, parce que vous êtes plus jeune, mais moi j'ai grandi avec des valeurs européennes. On avait étudié tous l'histoire européenne, la culture, la littérature. On avait chez nous, à l'école, la carte de Paris. On connaissait tous Londres, Paris, la grande culture occidentale. Et je ne sais pas pourquoi on était assez naïfs, mais on pensait que les choses sont. La réciprocité existe. Et que les Occidentaux connaissent beaucoup de choses. Bien sûr, ils ne connaissaient rien. Et on a eu cette surprise après la chute du mur. Et ce n'était pas la plus belle surprise, mais on pouvait l'expliquer parce qu'après, disons, une centaine d'années de rideau de fer, ça s'explique, disons. Mais ça s'explique avec un peu plus de difficulté aujourd'hui, parce que nous avons encore une quarantaine d'années aujourd'hui, et plus tard, et aujourd'hui on pense toujours, sur l'Europe de l'Est, on explique tous par le communisme, par exemple, c'est un cliché qui devient dérangeant. Et toutes les causes pour lesquelles on associe ça, parce que à côté du communisme, les gens ne connaissent pas grand-chose sur l'histoire de ce territoire. Moi, quand je fais RNN, je vais beaucoup expliquer ici, pour les financeurs, c'est quoi ces pays où nous avons des endroits mais qui ne vivent pas à côté de la frontière. Il vit dans le milieu vous avez des Allemands aussi. Et pourquoi? Ils sont venus quand? Dans quel territoire? Pourquoi faire? Et c'est quoi? J'ai écrit ces livres sur ma grand-mère. Je n'ai pas pu la traduire en France avec le nom, une biographie par Sarah Bénier. Bien sûr, personne ne connaît ce qu'on a ça. Mais l'idée à la fin, je comprends très bien. On ne connaît pas beaucoup de choses sur les cultures qui ne font pas partie de la culture majoritaire. Ça, je connais. Mais en même temps, il y a un sentiment de frustration qui s'installe. Et aussi parce que nous avons connu une autre sorte de réalité qui est la réalité de survivre à côté d'un grand empire très violent comme les soviétiques. Et c'est pour ça qu'à la fin, nous avons aussi des complexes d'intériorité, mais des supériorités si on compare ça avec les Occidentaux, parce que nous avons en même temps l'impression qu'ils sont très naïfs. Parce que nous, on connaît très bien, on connaît la vraie vie qui est à côté de nous, et l'éducation et le niveau de vivre ici pour des centaines d'années ont fait qu'ici les gens ont un peu perdu cet instinct de survivre. J'ai fait un film qui n'est pas encore connu en France parce qu'il n'était pas distribué. Après ces deux films, entre cela, un film que j'ai écrit qui se passe dans les Pays-Bas, qui s'appelle Trafic. Et ça parle aussi de ce genre de rapport avec la société post-coloniale de l'Occident et aussi avec. Nous avons ces sensations que quand on arrive ici, nous avons le droit de chercher, de demander des choses parce que nous sommes traités comme des gens qui appartenaient, qui faisaient partie de l'économie occidentale, où la plupart des Occidentaux ont pris les choses pour leur bien-être aujourd'hui. Mais en effet, on ne fait pas partie de tout ça. Ça, c'est le faute des autres. Mais pour nous, c'est une sorte d'explication pour essayer aujourd'hui
de gérer. Ce sont des frustrations que nous avons quand on se compare avec la société occidentale d'aujourd'hui. Et c'est important de faire un effort pour nous aussi, de se retrouver quelque part au milieu et de comprendre que les choses ne se changent jamais avec des programmes de propagande. Vous vous souvenez, on avait ce programme de propagande positive pour l'Allemagne qui est le plus beau pays d'Europe. Ça ne change pas les choses. Le ministère de la tourisme, ça ne change pas les choses. On va tous essayer de donner des exemples personnels qui changent la vie de quelqu'un en réalité. Et peu à peu, de petits exemples comme ça peuvent changer en général. Quand c'est le cas, l'image d'un territoire, d'un peuple. Mais est-ce que nous avons le droit de demander aux Occidentaux de changer en général la vie sur nous? Je ne suis pas sûr. Ouais, merci beaucoup je suis fan du cinéma, je vais faire très court. J'ai beaucoup aimé la tendance qu'ont créé l'émission Place d'être très analyste de la société, etc. Et je pense qu'en fan de cinéma, moi, je me dois de demander comment on devient un réalisateur, enfin pas comment on devient un réalisateur comme vous, mais qu'est-ce que vous aimez comme cinéma, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre vie, quel cinéaste, quel film, voilà, qu'est-ce qui fait que vous faites du cinéma et pas autre chose et que vous n'êtes pas anthropologique et philosophe. On doit se retourner un peu dans mon adolescence, disons, parce que moi, je ne suis pas de Bucarest. À Bucarest, on avait la seule cinémathèque en Albanie. Alors, moi, j'étais un adolescent comme tous les autres. Chez moi, dans une ville assez grande, mais où on n'avait pas un accès pour devenir cinéphile. Je ne pouvais pas voir les films que je voulais voir. J'ai grandi dans les années 70 et on n'avait pas de cassette vidéo, ça n'existait pas. On regardait seulement le film qui passait soit dans les salles de cinéma ou le film qui passait à la télévision même. À la fin des années 70, la télévision même n'avait pas les moyens pour acheter des autres films. C'était un peu trop sympathique, on regardait les mêmes films, le générique était coupé. Le titre du film était changé et le film commençait au milieu d'une musique comme ça qui était coupée. Et après que tu regardais une trentaine de minutes de ce film-là, tu disais, j'ai vu ce film. Ça fait bon. Les autres films qui passaient dans le cinéma, ils étaient des films eux-mêmes. Parfois, je ne peux pas dire qu'ils étaient tous des films de propagande, mais même comme ça, ils étaient des films, disons, neutres. Des films faits par des gens qui n'avaient pas vraiment le talent de faire des films. Ils étaient acceptés de faire des films parce qu'ils étaient assez sages pour ne pas déranger les autorités. Et c'est comme ça que, à la fin, j'ai développé ce sort de sympathie pour le cinéma réaliste à cause de ce film que j'ai découvert dans la période. Parce qu'il faisait semblant qu'il utilise des gens qui parlent comme nous, qui ressemblent comme nous, mais ils sont en même temps des extraterrestres. Personne ne parlait comme ça en réalité. Les dialogues étaient tout faux, les situations étaient tout faux. Je me souviens d'un film où la dame, le conflit était avec ses ouvrières, il était le plus beau footballeur de l'équipe de son entreprise, usine socialiste, mais en même temps, il voulait travailler supplémentairement avec tous les autres ouvriers. La dame était comment faire pour vraiment rester un bon ouvrier, mais en même temps jouer le foot pour essayer que les autres sont fiers de lui. Après que tu regardes des films comme ça, tu commences à apprécier que ce n'est pas si compliqué que ça de faire des films. C'était ça mon idée à moi. Je me suis dit, c'est suffisant de citer la réalité, de comprendre comment les gens se parlent, d'avoir un vrai conflit, et c'est pas si compliqué que ça de faire un film. Bien sûr, j'étais aussi naïf parce que ça c'était dans l'intérieur. Plus tard, nous avons vécu ce fièvre de vidéothèques, de cassettes vidéo illégales qui sont apparues avec le vidéoscope dans les années, je sais pas, des choses comme ça.
ça, mais bon, j'ai vu aussi des bons films italiens, mais pas de façon systématique. Et après ça, dans les années 90, par exemple, je suis arrivé à l'école de cinéma à Bucarest et j'ai fait des études de cinéma. Après 15 ans d'études de cinéma, mes courses des histoires de cinéma, on arrivait jusqu'à les années 30. J'ai fait des études de cinéma sur le film jusqu'à les années 30 sans que l'université avait chacun des copies pour nous montrer ces films-là. Alors, c'était un cours tout à fait théorique sur des noms de films, des noms de gens, mais on ne regardait pas les films. Et c'est pour ça que tout à la fin, c'était plutôt les tendances des années 90 qui étaient contemporaines avec nous, qui nous avons beaucoup influencés. Moi, j'étais à l'école de cinéma quand ce mouvement européen qui s'appelait la dogme danois a commencé, et ça nous avait beaucoup influencé. Nous avons considéré tout de suite qu'on se reconnaît en ça, cette idée de reprendre les principes néo-réalistes italiens, de se dire qu'on ne peut pas utiliser tous ces moyens trop manipulatifs du cinéma d'influencer les gens. On va vraiment bosser seulement avec les comédiens pour essayer de faire un sorte de cinéma pur pour lequel les réponses disons dans les salles économiques, ça ne compte pas du tout. J'ai grandi dans une période quand l'Allemagne a perdu toutes les salles de cinéma. Quand je commençais à faire des films dans les années 2000, c'est le moment quand on avait perdu tous les 600 de cinéma qu'on avait. Et alors, on n'avait pas des entrées au cinéma, parce qu'on n'avait pas de cinéma. Alors, ce n'était pas possible comme jeune réalisateur de considérer que le succès est associé avec, je ne sais pas, une sorte de popularité pour les films que tu fais. Nous avons tous commencé par faire, disons, des films directement pour l'histoire du cinéma. C'est un peu drôle de dire ça, mais notre enjeu était de voir si on peut trouver une centaine d'années après le début du cinéma une façon plus radicale, moins utilisée pour dire aussi des choses et pour découvrir c'est quoi la particularité de cet art qu'on appelle le cinéma. Parce que c'est plus simple de dire la particularité pour la musique, la peinture, mais pour le cinéma qui est un art assez moderne, assez récent, c'est pas si simple. À la fin, sans entrer dans beaucoup de détails, c'est pour ça que je fais des films en plan séquence. Parce que le cinéma a cette particularité de montrer comment le temps passe en temps réel et d'enregistrer des moments de réalité à condition que tu ne le coupes pas. C'est pas parce que c'est plus simple, par contre c'est beaucoup plus compliqué, mais ça correspond à une sorte de vision que j'ai sur le cinéma et qui correspond à cette éthique et les moyens que tu vas utiliser comme cinéaste. Je pense que j'ai bien répondu, mais ça parce que je dois toujours dire ça, que je suis un sorte de raconteur et de cinéaste qui a comme modèle la réalité, pas le cinéma. Le cinéma est déjà une interprétation de la réalité. Moi, j'essaie de citer ce qui se passe à côté de moi. Je parle des grands œuvres, des grands réalisateurs que j'ai pris comme modèle. Pour un petit peu continuer sur la forme et la réalisation de vos films et le dogme, il y a quelque chose que vous appliquez dans vos films, c'est qu'il n'y a pas de musique non diégétique. Mais il y a beaucoup de musique quand même. C'est-à-dire que vous accordez énormément d'importance aux chansons, aux chants, aux instruments, mais ils sont toujours inscrits dans le réel et jamais en plus de la narration. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui. J'essaie quand même de ne pas utiliser trop de musique. Pour ça, ce que je fais, j'investis beaucoup de temps. Je travaille beaucoup avec le son. Parce que la musique te donne pas seulement l'atmosphère dans un film, il te donne beaucoup de rythme dans le plan. Et j'essaie de trouver le rythme avec les sons que je rajoute dans le film. Pour ce film, par exemple, les 2 heures à peu près, j'ai utilisé 100 000 sons supplémentaires après ce que nous avons enregistré quand nous avons tourné le film. Et bien sûr, le but à la fin est que tu n'entends pas aucune de ces sons en particulier, mais ils existent. Ils créent une atmosphère qui était simplement très importante. À part que ça, la musique a
toujours doit avoir un sorte de rôle, de contrepoint, et on associe ça toujours avec un personnage et avec ce qu'il pense lui. Mais on essaie de ne pas utiliser trop et de ne pas lui donner ce point de vue qui appartient au réalisateur, parce que toute la logique de ce que je fais avec ce style de faire de cinéma est d'essayer de m'effacer comme réalisateur et de ne pas utiliser de façon les plus manipulatives. C'est vraiment trop simple d'utiliser ça pour manipuler le spectateur dans la direction où tu veux l'amener. Et je trouve que c'est beaucoup plus important de lui laisser la liberté de juger, mais c'est beaucoup plus compliqué pour les comédiens. Parce que tout d'un coup, tu demandes à un comédien, pas de dire une réplique, qui peut le faire n'importe quand, mais de rester vrai et précis pour une longue période avec les autres, et que toutes les choses se passent bien pour une longue période. Et oui, le problème est qu'il y a une chorégraphie très spéciale quand tu tournes en séquence. Et le comédien doit se souvenir beaucoup de choses qui sont des conseils pratiques. Ne laisse pas la lumière d'autres. Essaye de te souvenir de toutes les choses que nous avons discutées pour la façon de dire tout ça. Et alors ça devient un peu plus compliqué. Mais en même temps, ça vient avec une sorte de liberté pour le comédien. Parce qu'il se concentre sur des morceaux un peu plus longs, il peut suivre ce qu'il ressent, et il peut être, disons, un peu plus proche avec son personnage. Si tu utilises ce sort de chant contre chant, qui avec le comédien avant que les émotions commencent à se développer. Toute dernière question. On doit soit s'arrêter, soit dire des choses plus rigolos parce que c'est tard et j'ai beaucoup des histoires rigolotes. Et une dernière question, mais pas les comédiens. Oui. Bonsoir. Je ne sais pas si ma question est rigolote. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, mais. Ah oui, merci beaucoup. Oui. Déjà, merci beaucoup de nous accorder votre temps. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de coproductions, enfin beaucoup de personnes impliquées dans cette production. J'étais curieuse de savoir si c'est parce qu'il y a tellement de gens qui y trouvent un intérêt ou parce que c'est très difficile de financer un film comme ça. Très bonne question, merci beaucoup. Ça répond aussi à une autre question que vous m'avez pas posée ce soir, mais les gens me demandent pourquoi pour une fois tu travailles avec des stars. Bon, écoute, en fait, j'ai un pays très sympathique, mais bien coûte 12 euros. Essaye de faire un film là-bas. Et nous on travaille 12 heures sur le tournage, sur le plateau, on travaille 8 heures. Et alors, c'est pas si simple comme ça. Je savais que je dois tourner là-bas, c'est pas possible de faire la Norvège en Roumanie. Alors j'ai compris tout de suite que c'est important de trouver une façon de financer ce film. La seule façon qu'on connaît en Europe pour faire ça est d'avoir beaucoup de coproducteurs, mais aussi d'avoir un agent vendeur qui vend le risque de financer tes propres recettes qui viennent plus tard, qui vend une sorte de risque pour te dire ça va c'est bien vendre et si tu vends ces comédiens, je peux risquer ce son pour que tu fasses le film. Et c'est pour ça qu'à la fin, je me suis dit que c'est le moment de travailler avec Sébastien, que je connaissais bien depuis des années. On cherchait un projet ensemble parce que, comme vous savez, lui, il est d'origine humaine. Et après ça, j'avais besoin d'avoir l'aide de tous les pays du monde. Et c'est extraordinaire qu'ils m'ont soutenu pour faire ce film. Après, quand j'ai eu une première interview avec quelqu'un de Norvège qui m'a demandé comment vous vous sentez que vous avez utilisé l'argent norvégien pour faire ce film. Mais ça, c'est un bon compliment pour la vie. Je ne peux pas faire un film sur la dictature en Bélarus, par exemple. Je ne sais pas. Même sur un film sur une société conservatoire en Allemagne. Je ne sais pas. Mais c'est possible de faire un film qui doute les grands progrès de la société progressiste en Norvège. Ils sont assez sympathiques pour financer un film comme ça, et maintenant on peut avoir un saut de débat.
En même temps, il était très généreux pour considérer que ce film est assez important pour nous inclure dans un sort de coproduction nordique. Ils sont toujours des coproductions pour les films de la région. Moi, je ne fais pas partie de ces régions-là, mais ils nous ont donné tout ce qu'on avait besoin pour faire ce film. On était très bien traités, trop bien traités, je peux dire. Toujours, pour faire ce film, c'était extraordinaire. Et à la fin, le générique mentionne tous les gens qui avaient un peu d'impact financier pour que nous avons aidé à mettre ensemble ces budgets qui étaient, disons, un peu plus grands pour moi. C'est pas encore un grand budget pour un film français ou pour un film américain, mais pour nous, c'était quand même un effort. C'est pas simple à faire une production comme ça parce que tu fais le montage, peut-être je sais pas, mais le montage son, je le fais en Finlande avec un mixage en Copenhague et avec des bruits qui étaient faits en Norvège et ça dans un film qui parle anglais, roumain et norvégien. C'est pas si simple, mais à la fin, ce qui compte est que maintenant nous avons plusieurs pays qui sentent qu'ils font partie de ce projet et comme ça nous avons le soutien pour essayer de communiquer que ce projet est important pour la réalité dans la plupart de ces pays. Pas seulement pour nous, pas seulement en France, mais en général, on essaie tous de générer ce sort de débat public que nous avons besoin d'avoir